ma femme m'a tendu les papiers du divorce, le même après-midi où j'ai quitté mon emploi à 180 000 € par an, pour créer ma propre entreprise. Elle les a fait glisser sur la table de notre cuisine, comme si elle me passait une simple liste de courses. Ensuite, elle m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit « Je ne vais pas gâcher ma vie, pour un homme qui court à l'échec. » 8 ans plus tard, dans une salle de réception remplie de cadres dirigeants, elle allait entendre mon nom, appelé depuis la scène. Mais, cet après-midi-là à Lyon, je n'étais qu'un homme de 44 ans. Je me tenais au milieu de ma propre cuisine, fixant une pile de documents juridiques, pendant que mon fils de 3 ans faisait rouler un camion de pompiers enjoué sur le carrelage. C'était un mardi, à la fin du mois d'octobre. Une pluie froide frappait contre les vitres, le genre de journée grise, typique de la région, où tout semble bien plus lourd que prévu. J'étais rentré tôt du travail, ma cravate desserrée, et ma lettre de démission encore pliée dans la poche de mon manteau. Je me souviens m'être arrêté au carrefour, sur le chemin du retour, pour acheter un poulet rôti. Je pensais, naïvement, que nous pourrions fêter ça. Cela semble idiot aujourd'hui, mais je croyais vraiment que ma femme allait sourire. Pendant 18 ans, j'avais travaillé chez Systèmes Industriels Harrington, une grande entreprise d'équipement de fabrication, située dans la banlieue nord de Lyon. J'avais commencé au contrôle qualité, puis à l'ingénierie, et enfin, au développement de produits. Au moment où tout cela est arrivé, j'étais directeur du développement. Un bon salaire, une excellente mutuelle, une place de parking réservée. Bref, le genre de poste que les gens vous conseillent de ne jamais quitter. Mais, depuis 6 ans, je construisais quelque chose, la nuit. Après le dîner, après les histoires du soir, une fois que le lave-vaisselle ronronnait et que la maison devenait silencieuse, je m'installais au sous-sol. Avec une tasse de café noir, je travaillais sur un logiciel, capable de prédire les pannes d'équipement, avant même qu'elle n'arrête une chaîne de production. Ce n'était pas très glamour. Ce n'était que des graphiques, des capteurs, des journaux de maintenance, et beaucoup de tableaux Excel austères. Mais ça fonctionnait. Du moins, c'est ce que je croyais. 2 semaines plus tôt, un fonds d'investissement à Singapour m'avait proposé un financement d'amorçage. Un vrai financement, suffisant pour embaucher une petite équipe, et tester le produit à l'étranger, là où plusieurs usines étaient déjà intéressées. Il n'y avait qu'une seule condition. Je devais m'y consacrer à temps plein. Pas de filet de sécurité, pas de chèque d'entreprise à la fin du mois, pas de demi-mesure. Alors, j'ai démissionné. Je m'attendais à de la peur de la part de ma femme, peut-être de la colère, ou même à une longue dispute. Je ne m'attendais pas, en revanche, à des papiers de divorce. Elle se tenait de l'autre côté de la table, dans son pull crème, les bras croisés fermement. Elle portait toujours son alliance, mais tournée vers l'intérieur, comme si elle refusait de la voir. « Tu avais déjà préparé tout ça ?» ai-je demandé. Elle n'a pas scié. « Oui. » Ce mot m'a frappé, bien plus fort que n'importe quel cri. Notre fils, Ethan, a fait un bruit de sirène avec son camion. « Papa, au feu ?» a-t-il dit. J'ai baissé les yeux vers lui, puis j'ai regardé ma femme. « Depuis combien de temps ?» Elle a pincé les lèvres. « Quelques semaines. » « Quelques semaines » ai-je répété. « Donc, pendant que j'essayais de trouver comment t'annoncer pour le financement, tu parlais à un avocat. » Je me protégeais de toi, et de tes décisions. Celle-là a fait mal. J'ai tiré une chaise, et je me suis assis lentement. Mes genoux ont fait ce petit craquement, qu'ils avaient commencé à faire depuis la quarantaine. Je m'en souviens, car mon esprit avait désespérément besoin de se fixer sur autre chose. « Céline » ai-je dit, en gardant la voix basse. Ce n'est pas une idée folle, avec laquelle je me suis réveillé ce matin. Tu m'as vu y travailler. Tu sais très bien ce que cela pourrait devenir. Elle a laissé échapper un petit rire. Pas bruyant. Pire que bruyant. C'était un rire fatigué. Je sais ce que disent les hommes, quand ils veulent que leur femme mise absolument tout. Ce n'est pas juste. Non, a-t-elle rétorqué, en pointant les papiers du doigt. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu décides de quitter un emploi stable, à ton âge, et que tu t'attendes à ce que j'applaudisse, comme si tu avais 25 ans et rien à perdre. À ton âge. Cette phrase m'est restée en tête. J'avais 44 ans, je n'étais pas mort.
Mais, à cet instant précis, elle m'a fait sentir que j'avais déjà dépassé le stade où un homme avait encore le droit de rêver. Je ne te demande pas d'applaudir, ai-je répondu. Je te demande juste de croire en moi. Son visage a changé. Juste un peu. Pendant une seconde, j'ai vu de la peur sous sa colère. Mon père disait exactement la même chose, a-t-elle lâché. Je me suis tu. Son père avait perdu une petite entreprise de bâtiment, quand Céline avait 12 ans. Leur maison avait été saisie par la banque. Sa mère avait dû enchaîner des doubles gardes, dans une maison de retraite. Céline racontait souvent cette histoire, comme une cicatrice que l'on peut encore voir, si la lumière l'éclaire sous le bon angle. Je ne suis pas ton père, ai-je affirmé. Non, a-t-elle dit, mais tu parles exactement comme lui. La pluie s'est abattue plus fort contre la fenêtre. Ethan a fait foncer son camion de pompier sur ma chaussure, et a levé les yeux vers moi, avec un grand sourire. Boum, a-t-il fait. Je me suis forcé à lui sourire. Céline, elle, ne l'a pas fait. Elle a tapoté les papiers du divorce avec 2 doigts. J'ai fini de vivre à côté d'un compte à rebours. Un compte à rebours, jusqu'à ce que nous perdions la maison. Jusqu'à ce que tes investisseurs disparaissent. Jusqu'à ce que je sois celle qui doive tout maintenir à flot, pendant que tu cours après une autre version de toi-même. Une autre version de moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris, que ce n'était pas seulement une question d'argent. Elle avait déjà décidé de ce que j'allais devenir, un échec. Et aucune preuve de ma part, ne pourrait la faire changer d'avis. Je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à l'évier. Non pas parce que j'avais quelque chose à y faire, mais parce que j'avais besoin de me détourner, avant de dire une chose que je ne pourrais plus effacer. Le poulet rôti trônait sur le comptoir, dans sa boîte en plastique, la buée embuant le couvercle. Un dîner de célébration. Mon Dieu, je me sentais stupide. Il y a quelqu'un d'autre, ai-je fini par demander. Elle a regardé vers le couloir. C'était une réponse suffisante. Qui? Personne dont tu dois t'inquiéter. J'ai eu un petit rire, mais sans aucune trace d'humour. C'est une chose plutôt étrange à dire à son mari. Ou plutôt, à son futur ex-mari. La pièce est devenue silencieuse. On n'entendait plus que les roues du jouet d'Ethan, cliquetant sur le carrelage. J'ai regardé mon fils. Ses cheveux rebiquaient à l'arrière, à cause de sa sieste. Il avait encore de la compote de pommes sur sa manche. Et pour lui, ai-je demandé. La mâchoire de Céline s'est contractée. Nous réglerons ça. Mais nous ne l'avons pas réglé facilement. Les 5 mois suivants ont été affreux, de cette manière silencieuse dont un divorce peut l'être. Pas de cris au tribunal, pas de scène dramatique dans l'allée. Seulement des emails, des avocats, des relevés bancaires, des plannings de garde, et 2 adultes, découvrant à quel point ils pouvaient paraître froids, quand chaque phrase devait d'abord passer par un cabinet juridique. Au début, Céline voulait la garde principale. Puis, le projet à Singapour s'est concrétisé. L'investisseur me voulait sur place pour le printemps. Le programme pilote nécessitait ma présence. Je ne pouvais pas bâtir l'entreprise depuis Lyon. Et Céline a catégoriquement refusé de déménager. J'ai ma vie ici, a-t-elle déclaré lors de la médiation. Ethan aussi, ai-je répondu. Elle a détourné le regard. Sa nouvelle vie, comme je l'ai appris plus tard, avait déjà commencé à prendre forme. Des dîners, qu'elle qualifiait d'événements professionnels. Un homme de l'industrie, quelqu'un avec de l'argent, de la certitude, et aucun petit garçon réclamant des crêpes à 6 heures du matin. Je ne vais pas prétendre que cela ne m'a pas mis en colère. Ça l'a fait. Mais la colère ne vous aide pas à préparer la valise d'un enfant. Finalement, après des semaines de négociations, elle a accepté qu'Ethan vive avec moi à l'étranger. Elle aurait des appels programmés, des visites prolongées l'été, les vacances quand ce serait possible. De mon côté, je couvrirai les frais de voyage, dès que l'entreprise en aurait les moyens. Le médiateur a qualifié cela d'arrangement difficile mais viable. Moi, j'ai appelé ça un déchirement. Le matin de notre départ, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sentait le café, les manteaux humides, et le produit d'entretien pour le sol. Ethan portait un petit sac à dos dinosaure, et me tenait la main, avec ses doigts collants.
J'avais une valise, un bagage cabine, une pochette remplie de documents légaux, et une peur si profonde, que je pouvais la sentir jusque dans mes dents. Céline est venue à l'aéroport, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle a serré Ethan dans ses bras, a embrassé le sommet de sa tête, et lui a dit d'être sage pour papa. Puis, elle m'a regardé. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait s'adoucir. À la place, elle a lâché, ne lui fais pas payer le prix de ton rêve. J'ai dégluti difficilement. Je ne le ferai pas. Elle a hoché la tête, comme si elle ne me croyait pas, et s'est éloignée. Ethan a tiré sur ma main. Papa, maman vient. Je me suis accroupi devant lui. Mes genoux m'ont encore fait mal. Mais ma poitrine me faisait bien plus souffrir. Pas aujourd'hui, mon grand, lui ai-je dit. Mais toi et moi, on part à l'aventure. Il a regardé les immenses baies vitrées, les avions à l'extérieur, et la matinée grise qui se dessinait derrière. Est-ce qu'ils ont des camions de pompiers, là-bas? J'ai souri. Parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais probablement effondré, juste là, dans le terminal 2. Je parie que oui. Il a hoché la tête, satisfait. C'est ça, le truc avec les jeunes enfants. Parfois, ils vous font confiance, bien avant que vous ne l'ayez mérité. Je l'ai porté dans cet avion, avec son sac à dos dinosaure pressé contre ma poitrine, laissant toute mon ancienne vie derrière moi. Je me disais que je faisais le bon choix. Je me disais que j'arriverais à bâtir cette entreprise. Et je me disais qu'Ethan, un jour, finirait par comprendre. Mais, 3 ans plus tard, assis seul dans un bureau à Singapour, à 3h17 du matin, fixant un compte de paie presque vide, j'allais réaliser que Céline avait peut-être eu raison sur un point. Les rêves peuvent s'écraser, et le mien chutait à une vitesse vertigineuse. 3 ans après notre atterrissage à Singapour avec Ethan, je me suis retrouvé seul, dans notre bureau, à 3h17 du matin. Je regardais un compte bancaire professionnel, auquel il restait moins de 2 semaines d'espérance de vie. Pas 2 mois, pas un trimestre supplémentaire. 2 semaines. La climatisation, au-dessus de mon bureau, cliquetait comme un vieux réfrigérateur. Par la fenêtre, la ville brillait encore, avec ses tours de verre et ses phares rouges, comme si le monde entier avançait, à l'exception de moi. J'avais une main sur la souris, et l'autre, enroulée autour d'un gobelet en carton, rempli d'un café si amer qu'il avait un goût de brûlé. Mes yeux me brûlaient. Le bas de mon dos était raide, à force de dormir sur le canapé du bureau, et mon genou droit avait commencé à me faire mal, à chaque fois qu'il pleuvait. C'est une chose dont personne ne vous avertit, quand vous essayez de devenir un entrepreneur audacieux, à plus de 40 ans. Vos rêves sont peut-être jeunes, mais vos articulations, elles, ne le sont plus. J'ai rouvert mon tableau Excel, espérant naïvement que les chiffres finiraient par changer, si je les regardais assez longtemps. Ils ne l'ont pas fait. Le loyer, les salaires, l'hébergement des serveurs, les frais juridiques, les frais de scolarité d'Ethan, les courses, l'assurance maladie. Chaque chiffre avait des dents à serrer. Mon téléphone a vibré. Pendant une stupide seconde, j'ai cru que ça pouvait être un investisseur. C'était, en réalité, un message de la garderie d'Ethan. Monsieur David. Ethan a encore été récupéré en retard aujourd'hui. Veuillez vous présenter à l'accueil, demain. J'ai fermé les yeux. Bon sang, ai-je murmuré. Pas très fort, juste assez pour m'entendre échouer. C'était ça, la pire partie. Pas l'argent, ni les nuits sans sommeil, pas même la peur de devoir rentrer en France, avec rien d'autre qu'un visage honteux dans ma valise. C'était de décevoir mon fils, dans ces petites choses ordinaires. La première version de notre logiciel avait été lancée 6 mois plus tôt. Nous l'avions baptisé Forge Sense 1. Comme si lui donner un nom confiant allait la faire fonctionner avec confiance. Ça n'a pas été le cas. Le tableau de bord a planté lors d'un test pilote, dans une usine d'emballage à Juron. L'un de nos capteurs n'arrêtait pas de mal lire les données de vibration. Le modèle prédictif a signalé une machine comme critique, 3 heures après qu'elle soit déjà tombée en panne. Le directeur de l'usine, un homme franc du nom de Monsieur Tan, se tenait à mes côtés. Avec son casque de chantier et ses lunettes de sécurité, il regardait ses ouvriers arrêter une ligne entière. Il n'a pas crié. Ce qui a rendu la chose encore pire.
Il m'a simplement dit, je vous aime bien, David, mais je ne peux pas payer pour un logiciel qui me donne les nouvelles de la veille. J'ai essayé de lui expliquer que le modèle avait besoin de plus de données d'apprentissage. Il a levé une main. Dans l'industrie manufacturière, la journée d'hier coûte très cher. Cette phrase m'a hanté. La journée d'hier coûte très cher. À la fin de cette semaine-là, nous avons perdu le contrat pilote. À la fin du mois, notre plus gros investisseur m'a annoncé qu'il réévaluait leur exposition au risque. C'est la manière polie, qu'ont les gens riches, de dire qu'ils reculent avant que le bateau ne coule. Je l'ai appelé depuis la cage d'escalier, parce que je ne voulais pas que mon équipe entende. Écoute, Martin, nous y sommes presque, ai-je plaidé. Nous avons trouvé le problème. Donnez-nous juste 90 jours. Il y a eu un blanc au bout du fil. Tu es un bon dirigeant, David. Je détestais quand les conversations commençaient par des compliments. Mais nous ne voyons pas de chemin clair vers une mise à l'échelle, pour le moment. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures. La semelle de la gauche avait commencé à se décoller près de la pointe. Ça faisait 6 mois que je me disais qu'il fallait que je les change. Donc, c'est tout. Nous allons honorer ce qui a déjà été engagé. Cela vous permettra de couvrir une paie supplémentaire. Je suis désolé. J'ai failli éclater de rire. Désolé. Ça ne payait pas l'électricité. 2 employés ont démissionné le lundi suivant. L'un a laissé une lettre imprimée sur mon bureau. L'autre n'a même pas pu me regarder dans les yeux, quand il me l'a annoncé. Ma femme est enceinte, a-t-il dit, en se frottant la nuque. Je ne peux pas prendre ce risque. Je comprends, lui ai-je répondu. Et c'était vrai. C'était bien là le problème. Je comprenais la peur de tout le monde, sauf la mienne. Ce soir-là, j'ai revendu mon vieux SUV Renault, resté en France, via un ami concessionnaire à Lyon. Le véhicule dormait dans le garage de mon frère, depuis mon départ. J'ai utilisé l'argent pour payer les salaires. Quand le virement est passé, je me suis assis sur une chaise en plastique, devant la chambre d'Ethan, et j'ai pleuré si silencieusement, que je m'en suis donné mal à la tête. Le lendemain matin, Ethan est sorti en pyjama dinosaure, et m'a trouvé en train de préparer des tartines. Papa, pourquoi tes yeux sont tout rouges? Des allergies, ai-je menti. Mais, on n'a pas de fleurs. Singapour a tout ce qu'il faut, mon grand. Il a réfléchi à ça, puis a grimpé sur un tabouret. Je peux avoir du beurre de cacahuète? Bien sûr. J'ai étalé le beurre sur la tartine d'une main, et répondu à l'email d'un fournisseur, de l'autre. Ethan m'a observé pendant un moment. Tu vas encore travailler, ce soir? J'ai gardé les yeux fixés sur la tartine. Probablement. Mais tu avais dit qu'on construirait la caserne de pompiers en Lego. Je sais. T'avais oublié la dernière fois, aussi. Il y a des phrases, dites par des enfants, qui ne sonnent pas du tout comme de la colère. Et c'est justement pour ça, qu'elles font si mal. J'ai posé le couteau. Ethan, regarde-moi. Il a levé la tête. Ses joues avaient encore cette douceur de bébé, même s'il avait déjà 6 ans à l'époque. J'essaie de construire quelque chose, qui nous offrira une vie meilleure. Il a hoché la tête, mais il n'a pas compris. Comment l'aurait-il pu? Une vie meilleure est une expression d'adulte. Les enfants, eux, ne comprennent qu'une chose, qui est présent pour eux. Je veux juste que tu rentres à la maison, avant que je m'endorme, a-t-il simplement dit. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau à 18 heures. Pas à minuit. Pas après une énième correction de bug. À 18 heures. Nous avons construit la caserne de pompiers en Lego, sur le sol du salon de notre minuscule appartement, pendant que la pluie s'abattait sur la rambarde du balcon. J'ai fait brûler des raviolis surgelés pour le dîner. Et Ethan a ri si fort, qu'il a failli tomber à la renverse. Papa, on dirait des cailloux. Ce sont des raviolis artisanaux. Ils sont noirs. C'est un style très rare. Il a souri, avec encore un peu de beurre de cacahuète sur le menton, datant du petit déjeuner. Pendant 2 heures, je n'étais plus un fondateur de start-up. Je n'étais plus un homme divorcé.
Je n'étais plus un idiot d'âge mûr, essayant de prouver qu'il n'avait pas ruiné sa propre vie. J'étais juste son papa. Puis, une fois qu'il s'est endormi, j'ai rouvert mon ordinateur portable, sur la table de la cuisine. C'est devenu notre rythme de vie. La journée pour la survie, les soirées pour Ethan, et les nuits pour l'entreprise. J'ai vieilli de 5 ans en 1 an. Mes cheveux sont devenus plus gris sur les tempes. Mon médecin m'a averti que ma tension artérielle était beaucoup trop élevée. J'ai commencé à laisser des lunettes de lecture à 3 endroits différents, parce que je n'arrêtais pas de les égarer. Une fois, lors d'une présentation client, j'ai oublié le mot « étalonnage » et je suis resté là, à sourire bêtement, comme si mon cerveau était parti fumer une cigarette. Et pourtant, nous avons continué. La grande percée n'est pas venue d'une multinationale géante, ni d'une réunion spectaculaire avec des investisseurs. Elle est venue d'une petite usine familiale, située juste en dehors de Saint-Étienne, en France, composant de Précision Mercier. Il fabriquait des pièces métalliques sur mesure, pour le matériel agricole. Rien de très tape à accent Graveleuil, juste une entreprise honnête et tenace, dirigée par une femme nommée Carole Mercier, dont le père avait fondé la boîte en 1978. Carole avait accepté un essai, car son responsable de maintenance, Rémi, avait entendu parler de moi par un contact à Lyon. Lors de notre premier appel vidéo, Carole a plissé les yeux vers l'écran, et m'a dit « Vous êtes bien le gars, qui travaillait chez Harrington, n'est-ce pas ?» C'est exact. Et maintenant, vous êtes à Singapour. Oui, madame. Elle s'est adossée à son siège. C'est soit très impressionnant, soit très inquiétant. Certains jours, c'est un peu des deux. Elle a lâché un petit rire franc. Et ce rire m'a probablement sauvé la mise. Le premier mois, notre système a détecté un problème de roulement sur l'une de leurs machines à commande numérique, avant même qu'elle ne lâche. Le deuxième mois, il a signalé un modèle de vibration anormale sur une ligne de compresseur. Dès le troisième mois, Carole m'a appelé depuis son bureau, avec Rémi debout derrière elle, tous les deux me regardant comme s'ils venaient de voir un tour de magie. Vous nous avez fait économiser près de 42 heures de temps d'arrêt, m'a-t-elle annoncé. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'en étais incapable. Rémi s'est penché vers la caméra. Vous êtes toujours là. Oui, ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. Je suis là. Carole a souri. Parfait. Envoyez-moi un contrat. Une fois l'appel terminé, je suis resté seul dans le bureau, les mains jointes sur la bouche. Ensuite, j'ai appelé Ethan. C'était la fin de l'après-midi, son heure d'école, et il m'a répondu depuis la salle de garderie, le visage beaucoup trop près de l'écran. Papa. Mon grand, ai-je dit, la voix brisée. Je crois qu'on en a un. Un quoi? Un client? Un vrai. J'ai ri. Oui, un vrai. Il a souri de toutes ses dents. Alors, on peut commander des pizzas. C'était tout craché Ethan, mon petit partenaire commercial. Toujours focalisé sur les vraies priorités. Oui, ai-je confirmé. On peut commander des pizzas. L'usine Mercier en a parlé à un autre propriétaire d'usine à Grenoble. Ce dernier en a parlé à un consultant en maintenance du côté d'Annecy. Ce consultant nous a ensuite introduits auprès d'une entreprise d'emballage alimentaire, basée à Bordeaux. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Les bonnes choses prennent du temps. Mais lentement, douloureusement, le téléphone a commencé à sonner, pour d'autres raisons que des mauvaises nouvelles. À la 5e année, nous commencions tout juste à être rentables. À la 6e année, j'ai réembauché l'un des ingénieurs, qui avait démissionné. À la 7e année, nous avons ouvert un petit bureau européen à Lyon, à seulement 15 minutes du bâtiment, où mon ancienne vie avait pris fin. Je n'ai rien dit à Céline. Ça n'avait pas de sens. Nos emails concernaient principalement le planning des vols d'Ethan, ses bulletins scolaires, et ses séjours d'été. Elle restait polie, mais distante. Parfois, elle ratait nos appels. Parfois, Ethan faisait semblant que ça ne le dérangeait pas, mais je voyais très bien comment il vérifiait l'heure. Un matin, dans notre bureau de Singapour, je suis arrivé tôt, avec mon gobelet de café en carton. J'ai trouvé Ethan,
profondément endormi sur le petit canapé près de mon bureau. Il avait 11 ans alors, n'était plus fait que de grands coudes et de baskets, et il était en visite pour les vacances scolaires. Il s'était couvert avec la même petite couverture qu'il avait autrefois placée sur moi. Sur le tableau blanc, juste derrière lui, il avait écrit quelques mots, au marqueur bleu. Papa n'abandonne jamais. Je suis resté planté là, pendant un long moment. Pas parce que tout était réparé. Ça ne l'était pas. Mais parce que, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas avoir entraîné mon fils dans un désastre total. Peut-être que je lui avais appris quelque chose, finalement. Une semaine plus tard, un peu après 6 heures du matin, alors que Singapour se réveillait à peine, et que le bureau sentait le café chaud et l'encre d'imprimante, j'ai ouvert ma boîte de réception. Il y avait un email, provenant d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Richard Beaumont. Mon ancien patron, chez Système Industriel Harrington. L'objet du message était court, nous devons parler. C'est important. J'ai fixé l'email de Richard Beaumont, pendant presque une minute entière, avant de l'ouvrir. Ce nom portait un poids immense. Non pas parce que je le détestais. Je ne le détestais pas. La haine demande trop d'énergie. Et à ce stade, j'avais dépensé toute la mienne, à gérer les paies, les bugs logiciels, les plannings scolaires, et à essayer d'empêcher mon fils de remarquer quand j'étais terrifié. Mais Richard avait été le dernier homme à me serrer la main chez Harrington, avant que je ne sorte de ce bâtiment, 8 ans plus tôt. À l'époque, il s'était adossé à son bureau, les bras croisés sur sa coûteuse chemise bleue, et m'avait dit, « David, je respecte votre ambition, mais les logiciels de maintenance prédictive sont une fantaisie encombrée. Vous quittez une valeur sûre, pour un grand peut-être. » Une valeur sûre. Je me souviens d'avoir conduit pour rentrer chez moi ce jour-là, ma démission acceptée, en pensant que ma femme serait toujours à mes côtés. Le soir même, au dîner, elle me remettait les papiers du divorce. Maintenant, Richard voulait parler. Son email ne faisait que 4 lignes. David. J'espère que vous allez bien. Je serai à Singapour le mois prochain, et j'apprécierais d'avoir l'occasion de vous rencontrer en privé. Harrington est en train de réévaluer plusieurs de ses priorités stratégiques, et votre nom a été mentionné. C'est important. Richard. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone, face contre le bureau. À l'autre bout de la pièce, Ethan mangeait des céréales dans un bol en carton, tout en faisant ses devoirs sur la table de conférence. Il avait 11 ans, il était grand pour son âge, avec le menton pointu de sa mère, et cette mauvaise habitude, héritée de moi, de se mordre l'intérieur de la joue quand il se concentrait. Il a levé les yeux. Mauvaise nouvelle? Je ne suis pas encore sûr. Ça veut dire peut-être. J'ai souri. Tu deviens trop intelligent. Ça veut dire oui. J'ai retiré mes lunettes de lecture, et me suis massé l'arête du nez. Le bureau sentait le vieux café et le tonneur de la photocopieuse. Dehors, Singapour était déjà lumineuse. Cette chaleur lourde et humide s'appuyait déjà contre les vitres, avant même 8 heures du matin. Un ancien patron veut me rencontrer, ai-je expliqué. Celui de Lyon? L'un d'entre eux. C'est le gars dont maman a dit qu'il était intelligent? Ça m'a pris au dépourvu. Je l'ai regardé. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Il a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air détendu. Les enfants font souvent ça, quand ils réalisent qu'ils ont révélé plus de choses qu'ils ne le voulaient. Lors d'un appel, une fois. Elle a dit que tu avais travaillé sous les ordres d'un gars, qui savait vraiment comment fonctionnaient les affaires. J'ai senti quelque chose se resserrer dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la colère, plutôt comme un vieil hématome sur lequel on vient d'appuyer. Eh bien, ai-je dit prudemment, il s'y connaissait en affaires, juste pas dans les miennes. Ethan a porté une cuillère de céréales à sa bouche, et a hoché la tête, comme si cela répondait à toutes ses questions. Ce n'était pas le cas. 3 semaines plus tard, Richard Beaumont a franchi la porte de notre bureau à Singapour. Il portait un costume bleu marine, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il avait l'air plus vieux, mais pas tant que ça. Certains hommes vieillissent, comme s'ils négociaient avec le temps lui-même. Richard avait un peu plus d'argent sur les tempes,
des rides plus creusées autour des yeux, mais la même confiance polie, et ce même sourire calculé. « David, a-t-il dit, en me tendant la main. Vous avez bonne mine. » Je l'ai serré. « Vous aussi, Richard. » Ses yeux ont parcouru le bureau. Des cloisons en verre, des ingénieurs travaillant sur des bureaux debout, un tableau blanc couvert de formules sur les taux de défaillance. Rien d'extravagant, mais c'était vivant. Ça bourdonnait d'activité. « C'est impressionnant, a-t-il commenté. Merci. Je me souviens, de l'époque où vous aviez gribouillé la moitié de ces idées, dans un cahier. Je me souviens vous avoir dit, que le marché n'était pas prêt. Il a souri, mais le sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Il se peut que je me sois trompé sur ce point. Et voilà. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était suffisamment proche, pour donner l'impression que la pièce venait de rétrécir. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence. Ma directrice financière, Linda Park, s'est jointe à nous pour les 10 premières minutes. Elle a présenté le café, les bilans financiers, la croissance de notre clientèle, et notre expansion actuelle sur le marché européen. Richard a écouté attentivement, posant des questions pointues. Il n'était pas stupide. Il ne l'avait jamais été. Après le départ de Linda, il s'est adossé à sa chaise et a desserré sa cravate. Harrington a un problème, a-t-il déclaré. C'est généralement pour cela que les gens font 14 heures de vol. Il a lâché un petit rire sec. Notre division équipement perd des clients. Ils veulent une surveillance intégrée, des contrats de services prédictifs, des diagnostics à distance. Or, nous vendons toujours du matériel, comme si nous étions en 2005. J'ai attendu la suite. Il a tapoté du doigt le dossier posé devant lui. Votre plateforme est bien meilleure que tout ce que nous avons essayé de développer en interne. Entendre cela de sa bouche aurait dû me procurer une certaine satisfaction. Ce ne fut pas le cas. C'était étrange, comme recevoir un compliment d'une porte verrouillée, alors que vous êtes déjà passé par la fenêtre. Richard m'a regardé droit dans les yeux. Nous aimerions racheter ForgeSense. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a fait glisser une proposition imprimée, à travers la table. Le chiffre affiché en haut de la page était si important que, pendant une seconde, je n'ai plus rien entendu d'autre que la climatisation. J'ai pensé à toutes ces nuits, où je m'étais demandé si je devais abandonner. À chaque appel des créanciers, à chaque événement scolaire que j'avais manqué, à chaque fois qu'Ethan avait fait semblant de s'en moquer, quand sa mère annulait un appel. Ce chiffre aurait pu mettre fin à tout cela, de manière propre et nette. J'aurais pu vendre, encaisser l'argent, et ne plus jamais avoir à me soucier d'un fichier de paie de toute ma vie. Richard m'a observé lire le document. C'est une offre sérieuse, a-t-il précisé. Ça l'est. Vous l'avez mérité. J'ai levé les yeux. C'est gentil de votre part de dire ça, aujourd'hui. Sa mâchoire s'est très légèrement décalée. David, je sais bien que nous ne l'avons pas vu, quand vous étiez chez Harrington. Non, effectivement, vous ne l'avez pas vu. Il a hoché la tête une fois. C'est de bonne guerre. Pendant un instant, aucun de nous deux n'a parlé. Puis, j'ai refermé le dossier, et je le lui ai repoussé. Je ne vends pas. Richard a cligné des yeux. Pas de manière dramatique. Juste une fois. Comme si son cerveau avait besoin d'une seconde supplémentaire, pour traiter l'information. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je n'ai pas bâti ForgeSense, pour que Harrington puisse y apposer son logo, et enterrer tout ce qui la dérange dans notre technologie. Nous ne l'enterrerions pas. Vous l'édulcoreriez. Vous la ralentiriez. Vous ajouteriez des comités décisionnels. Vous mettriez 5 vice-présidents, entre le terrain de l'usine et une prise de décision. Il a regardé à travers la vitre, vers mes ingénieurs. C'est une vision bien cynique. C'est la vision de l'expérience. Sa bouche s'est contractée, puis s'est détendue. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est à cet instant que j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé. 8 ans plus tôt, j'étais assis en face de lui, espérant qu'il me comprenne. Aujourd'hui, c'était lui qui était assis en face de moi, avec un besoin désespéré d'obtenir une réponse.
J'ai croisé les mains sur la table. Un partenariat. ForgeSense reste indépendante. Harrington devient notre principal partenaire pour l'intégration de matériel en Europe. Nous obtenons un accès à votre base de clients installés. Vous obtenez une plateforme technologique en laquelle vos clients ont déjà confiance. Richard m'a étudié du regard. Vous préférez posséder une entreprise plus modeste, plutôt que de vendre pour une somme d'argent qui mettrait des générations à l'abri. J'ai pensé à Ethan, endormi sur le canapé du bureau, avec cette vieille couverture remontée jusqu'au menton. Je possède déjà ce qui compte vraiment, ai-je dit. Maintenant, je le protège. Les négociations ont pris des mois. Des avocats répartis sur 3 fuseaux horaires. Des révisions interminables. Des appels à l'aube. Des appels bien après minuit. Mon équipe a géré la plupart des détails, car je ne voulais pas que mon ego vienne interférer dans l'accord. Linda était brillante pour ça. Calme, précise, impossible à intimider. Chaque fois que les avocats de Harrington poussaient un peu trop loin, elle souriait à la caméra et déclarait « Ça ne marchera pas pour nous », sur le même ton que l'on utiliserait pour refuser un supplément de crème dans son café. Pour ma part, je restais la plupart du temps dans l'ombre. Ce n'était pas un grand plan machiavélique, pour me cacher de Richard. C'était juste pratique. J'avais des révisions de produits, des clients, des employés, et un fils, qui avait toujours besoin que je n'oublie pas l'heure du dîner. Mais lors d'un appel vidéo tardif, j'ai vu quelque chose, qui a figé ma main au-dessus de mon carnet. Richard était dans son bureau, à Lyon. Derrière lui, il y avait des photos encadrées, une bibliothèque en noyer, et une paroi vitrée, donnant sur l'étage de la direction, celui devant lequel je passais chaque matin autrefois. Il s'est détourné de la caméra et a dit « Donnez-moi 2 minutes ». Une femme est passée derrière lui, portant un sac en cuir, et un manteau blanc jeté sur un bras. Elle n'est apparue à l'écran, que pendant environ 3 secondes. Mais j'aurais reconnu sa façon de bouger entre mille, la légère inclinaison de sa tête, sa posture soignée. Céline. Mon ex-femme. Pendant une seconde, j'ai oublié qu'il y avait 6 autres personnes en ligne. La voix de Linda a résonné dans mon haut-parleur. « David, vous êtes toujours avec nous ?» J'ai baissé les yeux vers mon stylo. J'avais appuyé si fort sur le papier, qu'il s'était déchiré. « Oui », ai-je répondu. « Je suis là. » Je n'ai pas posé de questions à Richard à ce sujet. Pas sur le moment. Ni plus tard dans la journée. Mais le soir même, après qu'Ethan soit allé se coucher, je me suis assis seul, dans la cuisine de notre appartement, et j'ai ouvert le calendrier partagé pour la garde, que Céline et moi utilisions toujours. Sa signature de mail avait changé quelques mois plus tôt, nouveau rôle de consultante, Lyon, relations industrielles. J'ai tapé son nom dans le moteur de recherche. Et elles étaient là. Une photo prise lors d'un dîner de charité. Richard Beaumont, souriant à ses côtés. Céline portait une robe noire, et les mêmes boucles d'oreilles en diamant, qu'elle réservait autrefois pour nos anniversaires de mariage. La légende sous la photo les appelait « les invités d'honneur ». Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai eu un petit rire étouffé. Pas parce que c'était drôle, mais parce que la vie était finalement devenue bien trop étrange, pour être prise au sérieux. La femme qui m'avait quitté, parce qu'elle refusait de risquer son avenir sur mon entreprise, sortait désormais avec l'homme, dont l'entreprise avait désespérément besoin de la mienne, pour survivre. Vous n'auriez pas pu écrire un scénario plus ironique, même en essayant. Pourtant, je me suis dit qu'il fallait rester prudent. L'amertume est chose facile. La discipline, en revanche, est beaucoup plus difficile. Alors, je n'ai rien fait. Aucun message, aucune confrontation, aucun email nocturne, qui m'aurait fait du bien pendant 5 minutes, pour me faire sentir stupide le lendemain matin. Quelques semaines plus tard, une enveloppe de couleur crème est arrivée à notre bureau de Singapour. Du vrai papier épais, avec des lettres en relief. Linda l'a déposée sur mon bureau, et a lancé « Ça a l'air de coûter cher ». Je l'ai ouverte, avec un coupe-papier qu'Ethan m'avait offert, pour la fête des pères. Gala mondial de l'innovation industrielle. Le Ritz, Paris. ForgeSense Technologies, lauréat du prix mondial de l'innovation industrielle. J'ai lu la lettre 2 fois.
Linda s'est appuyée contre l'encadrement de la porte. Eh bien, on a gagné. Ses sourcils se sont levés. Le gros lot. Le gros lot. Elle a souri de toutes ses dents. Vous y allez? J'ai regardé l'invitation, puis la ligne d'horizon, au-delà de la fenêtre de mon bureau. Paris, en octobre. Les leaders de l'industrie, la presse, les dirigeants de Harrington, Richard, et très probablement, Céline. Chaque once de bon sens en moi, me dictait d'y envoyer Linda à ma place. Mais certains moments ne sont pas une question de vengeance. Certains moments consistent simplement à se tenir debout là où la vie a essayé de vous mettre à terre, et à laisser la vérité éclater au grand jour, sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Oui, ai-je dit. J'y vais. 4 semaines plus tard, j'entrais dans la salle de réception du Ritz, vêtu d'un simple costume noir, mon dossier de présentation coincé sous le bras. Les lustres jetaient une lumière chaude, sur les tables rondes habillées de nappes blanches. L'argenterie cliquetait. Les verres tintaient. Des hommes, en veste hors de prix, se penchaient les uns vers les autres, échangeant de discrets potins sur l'industrie. Des femmes en robe de soirée traversaient la pièce, comme si elles appartenaient à un monde totalement différent, de celui dans lequel j'avais dû ramper, pour arriver jusqu'ici. Je n'avais fait qu'une dizaine de pas à l'intérieur, quand j'ai aperçu Richard près du premier rang. Et à ses côtés, se tenait Céline. Elle s'est retournée, exactement au même moment que moi. Pendant une seconde, son visage est resté vide. Puis, la reconnaissance s'est installée. Ses lèvres se sont courbées, en un petit sourire confiant. Le genre de sourire que les gens arborent lorsqu'ils pensent déjà savoir comment l'histoire va se terminer. J'ai vu Céline, avant qu'elle ne voie tout de moi. Cela paraît étrange à dire, mais c'est la vérité. Au début, elle n'a vu que la partie qui avait du sens pour elle. Un homme d'âge mûr, dans un costume noir des plus simples, se tenant sur le côté d'une salle de réception, avec un dossier sous le bras, et l'air un peu fatigué par le voyage. Pas le fondateur, pas le lauréat du Grand Prix, juste l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. La salle de réception du Ritz dégageait une chaleur feutrée, typique des grands hôtels luxueux, avec ses lustres majestueux au-dessus de nous, et ses serveurs se faufilant entre les tables, plateaux de champagne en main. Tout avait un éclat particulier. L'argenterie, les colonnes de marbre, les boucles d'oreilles des femmes. Même les sourires semblaient avoir été polis, jusqu'à paraître onéreux. Je n'étais qu'à 3 mètres à l'intérieur de la salle, lorsqu'un employé de l'hôtel, plus âgé, a échappé une pile de dossiers de présentation, près de la scène. Ils ont glissé sur la moquette, formant un petit désastre bien ordonné. Quelques personnes ont baissé les yeux, puis les ont contournés. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis simplement penché, et j'ai commencé à l'aider, à ramasser les dossiers. Merci, monsieur, m'a-t-il dit, très embarrassé. Son badge indiquait Louis. Pas de problème, lui ai-je répondu. J'ai laissé tomber de bien pires choses, que du papier. Il m'a gratifié d'un sourire reconnaissant. Et pendant quelques secondes, je n'étais qu'un homme à genoux, dans une salle de réception luxueuse, ramassant des programmes sur papier glacé, pendant que des hommes en smoking sur mesure, discutaient de parts de marché au-dessus de ma tête. C'est à ce moment-là, que la voix de Céline m'est parvenue. Eh bien. Un seul mot, doux, amusé, et suffisamment tranchant, pour faire suspendre mon geste au-dessus de la moquette. J'ai levé les yeux. Elle se tenait à environ 2 mètres, vêtue d'une robe vert foncé, une main reposant légèrement sur le bras de Richard Beaumont. Ses cheveux étaient plus courts que dans mes souvenirs, coiffés avec soin autour de son visage. Les mêmes boucles d'oreilles en diamant que sur la photo, la même expression, qu'elle portait lorsqu'elle avait déjà tiré une conclusion. Richard m'a regardé de haut en bas, puis s'est attardé sur les dossiers, que je tenais à la main. Pendant une fraction de seconde, la confusion a traversé son visage. Il me connaissait, bien sûr, mais la situation était gênante. Public. Céline observait. D'autres cadres étaient tout près, et Richard Beaumont, malgré tout son vernis, avait toujours été un homme, qui attendait de voir de quel côté le pouvoir penchait, avant de faire le moindre pas. Céline a souri. Je dois avouer, a-t-elle commencé. Ce n'est vraiment pas ici, que je m'attendais à tomber sur toi. Je me suis relevé lentement, mon genou gauche protestant tandis que je me redressais.
Louis a tendu la main pour prendre le dernier dossier, mais je le lui ai remis moi-même. Bonsoir, Céline. Ses sourcils se sont levés, face au calme absolu de ma voix. David. Richard s'est raclé la gorge. David, a-t-il dit prudemment. Je ne savais pas que vous seriez présent, ce soir. C'était assez vrai. Son équipe juridique savait que Forge Sense aurait des représentants. Le comité de remise des prix le savait. Linda le savait. Mon assistante le savait. Mais j'étais resté en dehors du programme public final le plus longtemps possible, parce que je détestais les cérémonies, et parce qu'une part de moi voulait encore éviter, très exactement, ce genre de moment. Eh bien, ai-je dit, le vol était long. Céline a de nouveau regardé les dossiers, puis Louis, puis elle a ramené son regard sur moi. Je pouvais presque voir l'histoire se former dans son esprit. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Elle a très légèrement relevé le menton. Alors, a-t-elle lâché, en baissant la voix comme si elle me rendait service. Tu travailles dans l'événementiel, maintenant. J'ai entendu la phrase distinctement. Mais, l'espace d'une seconde, mon esprit est reparti ailleurs. De retour dans notre ancienne cuisine, à Lyon. La pluie sur les vitres, les papiers du divorce sur la table, le camion de pompiers d'État heurtant ma chaussure. J'ai ressenti la vieille piqûre, mais elle ne s'est pas manifestée sous forme de colère. Elle est arrivée comme une échymose datant d'il y a des années, qui savait encore exactement où il fallait faire mal. Non, ai-je répondu, je donne juste un coup de main. Céline a ri sous cape. Bien sûr. Richard a bougé, mal à l'aise, à côté d'elle. Céline, a-t-il glissé doucement. Mais elle était lancée, maintenant. C'était toujours comme ça qu'elle devenait, lorsqu'elle pensait avoir le dessus. Elle ne criait jamais. Elle vous taillait en pièces avec de petites coupures nettes, en prétendant simplement être honnête. Je dois dire, a-t-elle continué, je ne pensais pas que Singapour te ramènerait tout en bas, dans les petits boulots d'hôtellerie. Un couple, qui se tenait à proximité, a jeté un coup d'œil dans notre direction. J'ai senti mon visage s'échauffer. Pas parce que j'avais honte, mais parce que, pendant une seconde tout à fait ridicule, j'ai voulu me défendre. J'ai voulu lui dire, sais-tu de qui est le nom, sur la moitié des bannières de cette pièce? Connais-tu le contrat, que ton petit ami a passé 6 mois à poursuivre? Sais-tu combien de nuits, notre fils m'a vu presque m'effondrer, tout en continuant à croire en moi? À la place, j'ai regardé Louis. Il se tenait là, pétrifié, serrant la pile de dossiers contre sa poitrine, souhaitant visiblement que la moquette s'ouvre, pour l'engloutir tout entier. Je lui ai fait un petit signe de tête. Vous avez tout ce qu'il faut. Oui, monsieur, a-t-il dit rapidement. Merci beaucoup, monsieur. Céline a entendu le « monsieur » et en a complètement manqué le véritable sens. Son sourire s'est élargi. Je savais que tu finirais par servir les gens. Et voilà. La fameuse réplique, qu'elle gardait probablement en réserve depuis des années, sans même s'en rendre compte. La bouche de Richard s'est contractée. Il n'a pas ri, je lui accorde au moins ça. Mais il ne l'a pas corrigé non plus. Et cela en disait long. Pendant des années, je m'étais demandé si je ressentirais de la satisfaction, si jamais la vie m'offrait un moment comme celui-ci sur un plateau d'argent. Une mise en scène parfaite. Une petite chance bien propre, de lui faire tout regretter. Mais, planté là, avec mon genou douloureux et le décalage horaire pesant lourdement derrière mes yeux, je me suis surtout senti fatigué. Fatigué d'être jugé par des gens, qui ne comprenaient que la sécurité. Fatigué d'être mesuré, à l'aune d'anciennes versions de moi-même. Fatigué de porter chaque insulte, comme un reçu que je devrais peut-être montrer un jour. J'ai regardé Céline et je lui ai dit, j'espère que tu vas bien. Cela a semblé l'irriter davantage, que si je lui avais aboyé dessus. Je vais bien, a-t-elle répliqué, resserrant sa prise sur le bras de Richard. Très bien, même. J'en suis heureux. Richard m'a observé avec un regard étrange, puis, comme s'il commençait tout juste à réaliser que le silence pouvait être bien plus dangereux que la colère, il a ouvert la bouche. Avant que quiconque ne puisse en dire davantage, un homme de grande taille, aux cheveux argentés.